Чего только не встретишь на любимой работе. В Перми, возможно, и инопланетян, убедительные со своей точки зрения доказательства существования внепланетного разума представил пермяк Сергей. Ему случайно удалось снять и летающую тарелку, и даже представителя иной цивилизации. Доказательства он представил нам по телефону. Сергей, добрый вечер. Скажите, это реальные фотографии? Здравствуйте, Павел. В принципе, рассказывать особенно и нечего. Специально снимок я не делал, работу фотографировал, находился на работе, фотографировал, так скажем, свою непосредственную работу. То, что запечатлел снимок, я в этот момент даже не видел этого. Увидел только вечером на компьютере, когда стал перекачивать все файлы на компьютер. При увеличении увидел вот один объект, потом уже второй. Как это могло произойти? Ну, не могу сказать. Единственное, что шопом не занимался. На этом у меня все, Павел. Hey guys, look, the aliens are coming. Look, my dude, we live on 174. You got to see me out here. Look, me and the homie, shit is real. Couple Afrikaners, you know what I mean? Fucking aliens. Tell us, look, the aliens are coming, y'all. Say it again, say it again. Never before seen footage. Note that today is the day before the hurricane is supposed to come. Yo, what the fuck is that, Black? That shit crazy, That yo. shit bananas. Never seen nothing like this in our life. Nobody can tell me that there's a plane, helicopters, anything. There's a balls of fire. All that is aliens or something. Balls of All right, well, fire. look out the window. Matthew recording that shit. They're about to pass my day right now. They're gonna inflate. Yeah, oh my God. Just by little. They're gonna disappear. Being lit up and they sending them up to the sky. Because you, after a while, it disappears. See, look. There's a lot of them, though. Yeah, There's more coming. Coming back. This is so scary. Oh my God, there's a lot of them. There's a candle. Yo me puse a buscar. No sé, ya sabía que en otros países. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? Tiene bastante luz. Hay otro. Otro, mira. ¿No será que alguien está botando ya? Pero son dos iguales, mire. ¿Cómo pueden ir tan así, tan suave? Eso no tiene que ser algo como un avión, algo. ¿Una señal de qué? Puede significar ahí se puede estar comunicando a través de eso, con la gente que de verdad sabe leer. O sea, está chévere, ¿verdad? Me imagino como por ejemplo la gente usan esa comunicación para ellos saben la verdad. Hey, there's two. Sí. Se ve poquito. Sí, no sé dónde. Ahí ve. Uno ya se está escondiendo ya. Pero es como que si vinieran de acá abajo, es como que si vinieran de acá, ¿no? Sí, ¿por qué no son así? Tú eres al súper para ir a Herrera. Ya uno ya se está escondiendo. Sí, pero no se ve bien, se ve bien. Pero no sabe. Uno ya se está escondiendo ya. En Miami que son estos privados de los millonarios que se van a la luna para el fin de semana. Come on. Now I got the official view. We on the roof, you know what I mean? Official view. Look at this shit.
pull himself close back to back. Look at that shit. And it's going to the triangle. Wow. And it just forms to the triangle like that though? Triangle off it. Still can't really get the clear picture because this shit is still mad high. But now I'm gonna try my motherfucking phone. Look, as you can see, I'm a motherfucking look. Watching police and all that. Watching these things. You know what I mean? Two of it. And one. Two school, the other one's in one crowd. What the hell? The alien invasion? Oh, well, you're this fool. Hold on. Holy shit. Have you seen that? What the hell is that? Look at that. I have no idea what is that. Oh, show me. What the hell is that? Yeah, I look pretty. That's weird. Yo, is that crazy or what? Look at the aliens. That don't look like a helicopter, does it? Nah, because the lights are coming next to each other. Look, there's more coming this way. Look, there's more. Oh shit, what the fuck is that? Man. We can't see any phone? What is that? I was walking, I saw you record, I'm like, you pointing out, what the fuck is that? Hey look, they just disappeared. No, those look like meteorites? No, man. Nah, they can't do that. Nah. Whatever it is, it's some weird shit. Ain't no helicopter. Pour le physicien Tom McDonough, les sagettes d'Escamilla doivent en effet être étudiées, mais par un entomologiste. Pour moi, c'est une combinaison de plusieurs phénomènes naturels. Ces sagettes ont 6 petites extensions et c'est précisément le nombre de pattes que possèdent les insectes. N'importe quel objet qui traverse les rayons du soleil est illuminé par l'arrière, ce qui produit un phénomène appelé diffraction. L'objet semble alors plus gros qu'il ne l'est en réalité. Mais Escamilla est sûr de lui. Il n'a pas pu se tromper, parce qu'il filme avec une très grande vitesse d'obturation. C'est vrai que certains insectes ressemblent à des petites sagettes. Mais quand on filme au 1/10 millième, ce qui est mon cas, un insecte a la forme d'un insecte, un oiseau est un oiseau, et une sagette est une sagette. C'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi les sagettes apparaissent-elles floues, même avec une vitesse d'obturation de 1/10 millième? Selon Stephen Walton, professeur de physique et d'astronomie, c'est très simple.
C'est un phénomène très connu. Il suffit de penser, par exemple, au sillage d'un avion qui, en réfractant la lumière, produit le même effet. Ce qu'on voit ici ressemble à ce qu'on appelle les turbulences tournantes. Ces gaz qui s'échappent à l'arrière d'un avion en tournoyant dans le tunnel aérodynamique. Emboîtant le pas à Escamilla, d'autres enquêteurs ont également filmé des sagettes. Mais leur nature exacte est toujours source de controverses. Depuis la première apparition des ovnis, les hommes ont cherché à percer leurs secrets et à identifier leurs origines. Pourtant, malgré plus d'un demi-siècle d'enquêtes et de débats animés, la preuve indiscutable de leur existence nous échappe encore. Or, d'après certaines personnes, cette preuve se trouverait dans les archives de l'agence spatiale américaine, la NASA. La NASA est une agence énorme. Un membre du personnel peut très bien connaître la vérité alors qu'un autre l'ignore. Au début des années 90, la NASA diffusait toutes ses émissions sur les télévisions du monde entier, en direct et 24 heures sur 24. On y voyait le lancement des fusées, les pas des astronautes dans l'espace ou bien de banales opérations de maintenance. David Sereda, écrivain, affirme que les films de la NASA regorgent de centaines d'ovnis, des globes palpitants, des objets qui volent en formation, d'autres objets qui semblent défier les lois de la physique et qui tout à coup s'évanouissent comme s'ils provenaient d'une autre dimension. En regardant les cassettes des missions de la NASA, on voit que les ovnis parcourent toutes les dimensions et qu'ils peuvent aller à la vitesse de la lumière puisqu'ils sont composés de lumière. Mais c'est en regardant l'émission du 25 février 1996 que Sereda a découvert la preuve la plus impressionnante. Il s'agissait de la 75e mission d'une navette, la mission STS-75. On peut voir une attache du satellite arrimée à la fusée Columbia se casser accidentellement et s'éloigner. En quelques minutes, elle est entourée de douzaines d'objets non identifiés. Les ovnis se pressent autour d'elle, alors qu'elle se trouve maintenant à plus de 100 km de la navette. Au cours d'une autre mission, la STS-82, en février 1997, des astronautes s'aventurent à l'extérieur de la navette. Lors d'une communication radio que David Sereda juge suspecte, les contrôleurs de la mission semblent vouloir alerter les astronautes sur la présence d'un objet non identifié flottant près d'eux. On dirait qu'il y a quelque chose devant vous, Mark. Vous pouvez vérifier? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oubliez. Voulant savoir comment la NASA explique la présence de l'OVNI, Sereda contacte l'agence spatiale afin de la questionner au sujet des enregistrements vidéo. C'est le professeur Joseph Nuss qui dirige le service d'astrochimie de la NASA. Pour lui, les anomalies rencontrées ce jour-là n'étaient pas des ovnis, mais tout simplement des cristaux de glace et de la poussière que les moteurs de la navette ont laissé échapper. Sereda conteste cette version en faisant remarquer qu'on voit très bien plusieurs objets passer derrière la tache. Ils pensaient que c'était de l'eau, mais ces objets défiaient toutes les lois de la physique identifiées jusque-là. Donc la NASA reconnaissait qu'il y avait des phénomènes inexpliqués dans l'espace. Si ce sont des cristaux de glace, dit-il, en comparaison de la tache du satellite qui se trouve assez éloignée, ces cristaux seraient véritablement énormes. Les arguments de la NASA n'étaient pas cohérents. En faisant des essais d'optique avec une caméra numérique, j'ai tout de suite compris que quelque chose de bizarre se passait lors de ces missions, et j'ai voulu en savoir plus. En 1999, Sereda dépose une requête au nom de la liberté d'information afin d'obtenir de la documentation sur les missions de la navette spatiale. Les dossiers qu'on lui communique ont été censurés et il n'y apprend rien de nouveau. Et peu après, la NASA arrête les retransmissions télévisées en direct de l'espace. Quelqu'un à la NASA connaît la vérité, et je pense qu'elle doit être divulguée. Les scientifiques qui ont étudié les enregistrements vidéo ne sont pas convaincus. À leurs yeux, il n'y a aucune preuve de l'existence d'OVNI et ils ne leur trouvent rien d'inhabituel.
Les gens ne se rendent pas compte, mais les navettes spatiales sont sales. Elles produisent des quantités de gaz, de liquide. Il est très fréquent que des objets volent autour d'une navette. De plus, les étranges mouvements que l'on voit sur ces images peuvent s'expliquer par les propulseurs de fusées en feu. Et soudain, une particule va prendre une direction inattendue. Des personnes non informées pourraient croire que ce sont des ovnis. Mais je n'ai jamais entendu parler d'astronautes à bord d'une navette qui auraient rencontré des objets non identifiés. Ce qui peut déstabiliser même le plus averti des astronautes, c'est le manque de repères dans l'espace. On ne peut pas estimer les distances comme on est habitué à le faire sur Terre. Et même sur Terre, on se laisse parfois abuser en voyant un objet plus loin qu'il ne l'est vraiment. Donc ces objets qu'on voit sur les vidéos peuvent en fait être très près de la navette. Mais Sereda n'est pas le seul à penser que le gouvernement américain cache la vérité. Récemment, d'autres voix se sont jointes à la sienne pour demander la révélation complète des informations. Nous sommes ici pour dévoiler la vérité sur un sujet qui a été ridiculisé, dont on a douté et qu'on a trop souvent nié depuis au moins 50 ans. Les hommes et les femmes présents sur cette estrade peuvent prouver et prouveront que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En mai 2001, Stephen Greer, médecin urgentiste, s'est reconverti dans la recherche sur les ovnis et a initié le projet de révélation, un lobby destiné à faire pression sur le gouvernement pour qu'il dévoile au public ce qu'il sait sur les ovnis. On a une confirmation par radar aérien de certains de ces signalements. On peut voir la couronne de déchargement. Ils ont commencé à tourner en cercle et puis ils ont disparu. Ce matin-là, on a perdu 6 à 8 armes. Les ovnis ont été vus près des silos et les missiles ont été désactivés. Stephen Greer a réussi à réunir près de 500 personnes. La plupart sont des militaires à la retraite ou des membres de la CIA, des contrôleurs aériens ou encore des professionnels de l'aviation, qui affirment avoir assisté à un phénomène non identifié. Ils sont prêts à témoigner sous serment devant le Congrès. Beaucoup sont convaincus qu'il est impossible de trouver une explication d'origine terrestre au phénomène qu'ils ont vu. Apparemment, une grande partie de la population américaine est d'accord avec eux. D'après un récent sondage, 49% avouent croire que les extraterrestres nous rendent visite sur Terre. Pourtant, les scientifiques qui étudient les étoiles sont d'avis contraire. Ils reconnaissent que l'intelligence peut être répandue dans l'univers, mais la probabilité que ces formes d'intelligence vivante viennent sur Terre est infime. Je pense qu'il existe une vie cosmique, sinon je ne serais pas là. On ne fait pas ce métier si on n'y croit pas. Si on avait la moindre preuve, des milliers de chercheurs universitaires se pencheraient sur le problème. Or, il n'y en a aucun. La découverte d'une forme d'intelligence extraterrestre pourrait bien être le bouleversement du monde le plus extraordinaire qu'il nous serait donné de vivre. Et c'est tout à fait possible. Tout ce que nous savons au sujet de la vie sur Terre indique que la vie est non seulement possible ailleurs, mais qu'elle peut s'épanouir si les conditions s'y prêtent. Reste à trouver des preuves formelles. Et à l'ère de la technologie numérique, ça risque d'être plus difficile que jamais. Les récentes superproductions nous montrent qu'il est possible de créer n'importe quelle image hyper réaliste pour un film ou une série télé. Et j'ai peur d'être arrivé à un point où, tant que je ne serrerai pas la main d'un extraterrestre, je continuerai à nier qu'ils existent et qu'ils nous rendent visite. C'est très bizarre.
Jacques Pattenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes au CNES responsable du GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En mars 2007, le GEPAN mettait en ligne ses archives sur ces phénomènes pour le moins intrigants. Un an après, quel bilan tirez-vous de cette initiative ? Eh bien, un an après, je pense que le bilan est très positif. Bon, d'abord, on a commencé à mettre en ligne les archives parce qu'on en est grosso modo à la moitié et je pense que ça va prendre encore un certain temps. On est maintenant à une fréquentation qui est de l'ordre de 2000 connexions par jour. Et puis, on a de plus en plus de contacts et de plus en plus de gens qui témoignent, qui se rendent compte que bon, ben, y a un travail qui est fait derrière et qu'ils peuvent en parler sans être ridicules ou passer pour des fous, des simplés, etc. J'en passe, et des meilleurs. Alors je crois que vous avez mis en place sur le site notamment un formulaire de témoignages à destination, ou de questionnaires à destination de certaines communautés. Oui, il y a plusieurs formulaires ou questionnaires sur le site. Il y a d'abord un questionnaire que je pense qu'on va réviser parce qu'il est peut-être un peu compliqué à remplir, qui s'adresse aux témoins. Alors c'est pas un questionnaire normalement, les témoins doivent s'adresser à la gendarmerie et ce questionnaire-là vient en sus après dans le cours de l'enquête, etc. Ceci étant, quand des gens témoignent sur des phénomènes qui ont 10, 20, 30 ans, on les envoie pas, bien entendu, voir les gendarmes, donc on les invite à remplir ce questionnaire-là. Après, il y a des questionnaires plus spécifiques destinés aux pilotes privés. Et puis des questionnaires plus spécifiques destinés aux astronomes amateurs, où ils peuvent trouver des informations précises à rentrer pour justement avoir des données les plus scientifiques, les plus numériques et les plus factuelles possibles dans les témoignages. J'ai entendu dire aussi qu'au niveau de l'armée de l'air, il y avait des consignes qui étaient passées pour des recueils de témoignages, pour faciliter le recueil du témoignage. Est-ce que c'est en liaison avec le travail du GEPAN ? Ah oui, tout à fait, oui. On est en train de réviser la convention avec l'armée de l'air et l'armée de l'air est très ouverte sur le sujet. L'armée de l'air a fait, à leur initiative et avec notre aide, a fait une enquête au sein des pilotes en activité pour savoir ceux qui avaient vu un certain nombre de choses. Et on est en train d'essayer de mettre des moyens technologiques, type blog ou autres, pour que les pilotes puissent témoigner librement et sans avoir de crainte, si elles existent du moins, de la hiérarchie, etc. Je crois aussi qu'un des objectifs de cette mise en ligne des archives du GEPAN, c'était finalement de montrer à la communauté scientifique que le dossier présentait un intérêt et pouvait être un sujet d'étude comme les autres. Est-ce que vous sentez que de ce côté-là, ça commence à bouger aussi ? Ce côté-là, ça bouge beaucoup moins. On va reconnaître que c'est beaucoup plus difficile à faire bouger. On a, j'ai quand même un certain nombre de scientifiques qui se sont manifestés et avec qui on travaille régulièrement. Je dirais d'abord sur les cas qui arrivent au jour le jour, et puis on va retravailler sur les cas anciens. Ça ne déclenche pas, je dirais, d'enthousiasme au niveau des scientifiques pour reprendre telle ou telle étude. Ceci étant, je ne sais pas si dans tout ce qu'on met en ligne, il y a réellement matière à lancer des études dans tel ou tel domaine. On en voit bien une ou deux, mais ça sera à nous, je pense, aussi d'améliorer le corpus de données qu'on met en ligne pour précisément que les scientifiques s'intéressent un petit peu plus. D'accord. Alors, au-delà des nouveaux témoignages, des nouveaux dossiers qui sont ajoutés régulièrement, est-ce qu'il y a eu de nouvelles fonctionnalités intégrées au site depuis sa création ? Je pense qu'on a un besoin de le rendre plus attractif, plus agréable, plus facile que ce soit plus facile à naviguer à l'intérieur du site. Ça, on s'y attache un petit peu tous les jours en fonction des remarques qu'on a. Des fonctionnalités importantes auxquelles on pense, c'est-à-dire des présentations synthétiques beaucoup plus complexes à partir d'autres paramètres, ça sera pour le futur. Merci Jacques Pattenet. Voilà.
artificielle. Alors, Jim Guilleux, j'aimerais votre avis, parce que vous avez écrit un roman, mais qui s'inspire de la réalité. Vous accusez directement une sorte de mafia qui sera en liaison avec de vrais extraterrestres, si j'ose dire. C'est ça. Vous savez, le drame dans le problème des ovnis et des extraterrestres, c'est que il fallait d'abord, pour tromper le public, il fallait d'abord tromper les médias. Les autorités américaines, qui sont les premières concernées, vous savez, la suprême ruse du diable consiste à laisser croire qu'il n'existe pas. Alors, je vais en l'encontre, évidemment, de ce que dit Mauger, évidemment. Oui, j'annonce la colère. Il faut non pas avoir le courage de ses opinions. Ce ne sont pas des opinions. Non, ce sont mais des choses que nous savons. Bon, nous savons de façon formelle, qu'un organisme qu'on appelle le MJ12, dont on dit du mal quand on n'a pas le courage d'enquêter jusqu'au fond de la chose, il y a des campagnes de dénigrement, etc. Bon, il existe une conjuration du silence à l'échelle de la planète. Non, mais concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a des puissances que j'appellerais occultes qui sont derrière tout ça? Concrètement, qu'est-ce que vous avez comme preuve? Vous savez, moi, si je vous dis que hier j'ai mangé, je sais pas moi, du serpent de boa, il n'y a qu'une autopsie qui pourrait le prouver. Or, grâce à Dieu, je suis encore vivant. Bon, alors, les preuves matérielles, ne m'en demandez pas. Ne m'en demandez pas parce que je ne les ai pas, moi. Mais nous savons qu'elles existent. Alors, je voudrais ne pas jouer... Oui, allez-y. Je voudrais ne pas jouer les prophètes, mais simplement dire aux amis qui nous écoutent que dans les mois, les trimestres qui viennent, des événements vont complètement bouleverser la notion que le public possède sur ces phénomènes. La censure existe. Bien sûr, à la régie ou à votre direction, on ne vous a pas dit ne parlez pas de ça puisque vous en parlez. Pas du tout. Mais elle existe et elle est terrifiante. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le journal officiel du 5 janvier 79 et 5 décembre. Et alors? Alors, vous pouvez vous le procurer, ça coûte pas cher. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Bon, les archives dites publiques, n'est-ce pas, sont frappées d'un secret de 60 ans, plus 150 ans si elles intéressent la santé privée d'un particulier. Et là-dedans sont compris les rapports touchant aux ovnis. Est-ce que c'est marqué explicitement? Non. Alors, là, on peut dire n'importe quoi. Non, mais excusez-moi, on ne va pas se disputer. Nous avons des choses importantes à dire. Mais je sentais bouillir Pierre Vandenove, alors. Oui, voilà. Moi, je ne travaille que sur des preuves matérielles. Et ce phénomène de Marcilly, c'est un impact matériel. C'est dommage qu'il n'ait pas été conservé. Ce n'est pas la vision fugitive ou même la photo. Pendant des mois et des mois, on a pu visiter le site et j'ai amené sur place des compétences dans tous les domaines. Vous nous avez même amené une gerbe de blé. Oui, je vais venir. Professeur en sciences naturelles, ingénieur, pilote d'avion, d'hélicoptère dirigeable, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et à chaque fois, avant d'arriver, en voiture ou n'importe, il y avait toujours une explication qui tenait debout. Et chaque fois que la personne s'est trouvée au milieu du phénomène, elle est restée sans voix, les bras ballants, parce que ça ne s'explique pas. Et pourtant, c'est un témoignage matériel absolument concret, mais où il y a des impacts en plus mécaniques. Vous avez vu sur les photos qui sont passées une partie du petit sillon, un sillon qui faisait 50 mètres de long, qui était droit au cordeau. Et il y a des parties où il y a des moulures, mais des moulures parallèles en vis-à-vis de 5 cm de côté, légèrement en pente, avec un petit retour à l'équerre, et symétrique de l'autre côté, et c'était brillant, lissé. Ça ne peut être qu'une pièce, un engin mécanique ou une pièce mécanique ou une force mécanique qui ait provoqué ça. Il y avait un trou au milieu de la grande saignée, et ce trou de 50 cm de profondeur, de 10 cm de diamètre, était fait comme on pouvait passer un pied à coulisse dedans. C'est assez impressionnant. Et il est demeuré jusqu'à la fin, durci sur les parois, et rien ne l'a abîmé. J'ai fait des essais avec mon ami Pierre Poussante, qui m'assiste sur le plan technique, d'enfoncer une tringle de fer, parce qu'on avait dit qu'il y avait une balise d'extraterrestres dans le fond et tout. J'ai enfoncé une tringle de fer au risque de faire sauter la planète, avec un gros marteau, et il ne s'est rien passé du tout. Vous n'êtes pas arrivé de l'autre côté de la planète? Non, je suis tombé sur une grosse pierre, une bonne grosse pierre, comme il y a beaucoup à Marcilly dans le terrain. D'accord. Le terrain, ça les pierres. Et alors, je voudrais terminer, si vous voulez, sur le côté matériel, c'est que de part et d'autre de cette ligne, de ce sillon, à 4 mètres et 6 mètres, au milieu, il y avait des impacts de sabots, je suis formel, d'enfoncement de sabots de peut-être 1 mètre de long sur 20 cm de large, enfoncés,
Comme s'il y avait eu un support pour équilibrer. Ça, c'est L'objet formel, très quoi. pesant. Alors, ce qui a surpris le plus de cultivateurs, voilà, c'est ce que vous voyez là, c'est le blé. Tout le blé qui était touché par le phénomène, vous voyez la photo. Là sur le plateau. Tout ce qui est touché hein, par le phénomène, c'est-à-dire l'impact comme l'empreinte de la coque des navires, les sillons, les dizaines de sillons sur les côtés, tout ça a mûri, je dis pas chauffé, pas grillé, mûri instantanément. Alors que le blé à côté, c'était au début de juin, était entièrement vert. Alors ce qui est encore plus curieux, c'est qu'il n'y a pas eu de progression. C'est qu'à côté des tiges vertes, il y avait des tiges blondes, vous voyez, mais de la racine à l'épi, et les épis n'étaient pas formés, il n'y avait pas la matière, mais ils ont mûri et durci quand même. Donc là-dedans, vous avez des épis à bi-grosseur. Oui. On a fait des essais, Oui. et ces épis-là plantés ont poussé. Donc c'est un mûrissement accéléré, très accéléré. Mais dû à la chaleur peut-être intense qu'il y a eu à ce moment-là. On n'a pas eu d'effet de chaleur. Le scientifique Oui. Claude Alors, Moget, qu'est-ce qu'il en pense lui? Scientifique, d'abord, là, vous me flattez. Allez. Vous avez du mal à me répondre. Oui, c'est difficile parce que c'est un domaine, la biochimie végétale est un domaine qui est extrêmement spécialisé. Ouais. Et le plurifologue que je suis n'est pas absolument pas un spécialiste de ça. Bon, ce qu'on peut dire qu'a priori, ça pourrait ressembler peut-être à un dessèchement produit par quelque chose qui pourrait ressembler à la foudre, une foudre en boule comme ça, mais c'est... Mais on l'a répété, ce soir-là, il n'y avait pas d'orage. Ouais. Oui, tant donc que la foudre, je n'y crois pas. Donc, tant qu'il n'y a pas d'analyse des végétaux en question, il est très difficile de se prononcer. D'accord. Ça, c'est... Alors, autre aspect, là on a une preuve tangible, hein, on a vu les photos, on a vu le film tout à l'heure. On va découvrir d'autres choses, ce sont des photos que vous nous avez ramenées, Jimmy Guilleux. On va les voir à l'écran. Alors, bon, là c'est peut-être plus sujet à caution parce que ce sont des photos. Alors, on peut toujours parler de trafic en laboratoire, etc. Bon, on va quand même les voir, ces photos. Hein. Voilà. Alors, expliquez-nous. Alors, une quinzaine d'années en Suisse alémanique, un photographe faisant des photos d'oiseaux, amateur d'ornithologie, voit apparaître au-dessus des arbres un ovoïde de métal et il ne voit que cela. Et au développement, on aperçoit cette chose entre guillemets. Mais je ne suis pas un spécialiste des anges, alors je ne vais pas vous dire ce que c'est, je constate que c'est quelque chose d'assez hallucinant. Oui, d'accord. On va découvrir une autre photo. Là, c'est un autre phénomène, ça ne ressemble pas du tout au premier. Ce sont des petits pointillés dans le ciel qu'on va découvrir C'est à Montréal, dans un instant. en 73, je crois, lors de l'exposition. C'est 7 h du matin, un étudiant va à ses cours et il voit ça dans le ciel, il l'a photographié. Excusez-moi, là ça m'impressionne un peu moins. On peut penser plus facilement à quelque chose d'un peu trafiqué. Non, la photo n'est pas trafiquée, elle a été étudiée par des experts au Canada et aux États-Unis, et l'interprétation qui est donnée, qui me paraît plausible, je ne dis pas que c'est forcément la bonne, c'est celle d'un feu tournant d'un avion. Ella me encontraba en la cara la ciclovía y yo lo vi y yo le digo, bueno, andá, le digo, mostrarle a tu mamá, le digo. Y después ella no apareció. No, mirá que se cruza siempre a casa. Pero yo estaba asustada. Yo me fui al médico y tenía un cagazo y miraba, viste, el sol porque digo allí. A ver si desembarcan. Yo tengo de desconfianza porque yo lo que vi, para mí que es
Lo extraño es que el objeto se mueve más allá de la imagen. Sí, sí, se mueve. Y viste que cuando le sacan intacto, se ve. Sería cuando le sacan la foto se ve patente, que es un... Animate a decirlo. ¡Platillo volador! ¿Y creías en los ovnis, en los platillos voladores? Y ahora es creer o reventar, porque sería, yo lo vi ahí en el celular. Ella, bueno, ella lo firmaron, pero yo lo vi en el celular. Para mí es un platillo volador. ¿Y vos qué pensás? Yo no sé. Yo creo en esas cosas, pero no sé. Estoy en duda. ¿Y vos que fuiste la que más te asustaste? ¿Qué pensás que era o qué crees ahora que pasaron un par de días? No sé. Me confunde. Yo no sé si es cierto o no.